Hello, hello! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment implémenter une API avec Django REST Framework. Donc, de manière générale, il existe 5 méthodes pour implémenter une API dans DRF, Django REST Framework. C'est avec les Function Based Views, Class Based Views, les Mixins, les génériques et les ViewSets. Aujourd'hui, en fait, on va travailler avec la méthode la plus simple, c'est les Functions Based Views. Donc, tout d'abord, il faut distinguer entre le framework de développement web Django et le framework de développement backend Django REST Framework qui est basé sur Django Web Development. Donc, je vais commencer directement. Donc là, dans ce dossier, je vais créer un, un dossier qui s'appelle Project 3. Voilà. Donc je fais dire, donc là dans ce dossier maintenant il y a 3 projets. Je vais me placer dans le dossier projet 3 et je vais lancer mon environnement de développement intégré, mon VS Code. Voilà. Donc, euh, j'ouvre un terminal dans VS Code. Voilà. Donc, tout d'abord, en fait, on va vérifier ensemble la version de Python. Donc, moi, je suis en train d'utiliser Python 3.9.12 avec la commande Python espace version. Puis, en faisant par exemple pip freeze, en fait, vous allez remarquer que cette commande va me retourner tous les modules qui se trouvent dans mon environnement initial. Donc plein de modules. Voilà pourquoi je vous conseille d'implémenter ou bien de créer un environnement virtuel pour des raisons en fait de simplification du process de travail. Donc on va isoler Django et Django REST Framework et les différents modules qu'on va utiliser dans ce environnement virtuel MyVirtualEnv. Puis je vais vous montrer comment en fait vous allez, par exemple, après migrer sur un serveur ou bien sur un autre PC. Donc on va envoyer tous ces modules dans un fichier request.txt. Puis il suffit de faire pip install-r request.txt pour installer tous les modules qui se trouvent pardon, requirement, dans le fichier requirements. On verra ça dans quelques minutes. Donc là, je vais créer un environnement virtuel. Donc on remarque là que cette commande vient de me créer un dossier myvirtualenv. J'attends un peu la fin de cette opération. Voilà. Donc je fais ls. Bon, je vais lister les répertoires qui se trouvent à l'intérieur de Project 3. Donc voilà, il y a myvirtualenv. Je fais ça, je mets une étoile. Voilà, donc il y a include, lib et script, d'accord? Bon, après, si vous voulez, par exemple, que le répertoire myvirtualenv soit en fait invisible, c'est-à-dire le caché, il suffit d'ajouter un point ici. Quand vous allez créer votre environnement virtuel, et ben on met un point, et ben ça va transformer myvirtualenv en fait en un répertoire caché. Bon, après, afin de le trouver, il suffit d'utiliser ls-a. Ok, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais activer cet environnement virtuel. Donc pour activer l'environnement virtuel, il suffit d'aller dans Scripts, et puis, c'est-à-dire d'exécuter la commande ou bien le fichier activé. Donc c'est point anti/myvirtualenv scripts activate. Ça, c'est dans Windows.
en Linux, il suffit d'écrire source. C'est-à-dire, si j'étais sous Linux, j'aurais dû écrire source, puis en fait chercher la commande, enfin le fichier qui correspond à Linux. Voilà. Ok. Donc, allez, je continue. Donc là, bon, nous, ici, en fait, on est sous Windows. Donc, bon, j'écris ça, enfin, j'exécute cette commande et voilà, tiens. Donc là, il y a en fait ma virtual env qui apparaît en vert, ça veut dire que je suis dans un environnement virtuel. Maintenant, quand on va tester en fait pip freeze pour déterminer est-ce qu'il y a des modules Python installés, eh ben, la commande s'exécute avec succès et ne retourne rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de module. Donc là, on va commencer vraiment à travailler. Donc tout d'abord, en fait, on va installer Django. Donc pour installer Django, il suffit d'écrire pip install Django. J'attends la fin de cette installation. Voilà. Donc, bon, l'exécution, l'installation a été effectuée avec succès. Juste là, c'est en warning, hein. C'est-à-dire là, le compilateur ou bien le système, il me demande de upgrader ma version pip. D'accord? Donc je fais CTRL-C, CTRL-V, j'exécute. Bon, c'est optionnel, mais il est toujours bien en fait d'upgrader, c'est-à-dire quand il y a un warning, on essaie de l'éviter. Voilà, très bien. Maintenant, je veux répéter cette expérience, donc pip freeze, et cette fois-ci, tiens, en fait, Django ne vient pas tout seul, il vient avec d'autres modules. Et donc tout de suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais orienter ces modules dans un fichier requirements.txt. Donc là, figurez-vous, il n'y a que le répertoire virtual.env. Donc quand j'exécute en fait cette commande, pip freeze super strictement requirements.txt, donc le système va me créer ce fichier qui contient en fait ces modules. Après, imaginez, vous voulez répéter ces installations sur un autre PC, desktop, sur un autre PC portable, sur un serveur, sur le cloud. Donc il suffit en fait d'envoyer le fichier requirements.txt après d'installer les modules qui se trouvent dans ce fichier. C'est une seule commande avec pip install-r requirements.txt. C'est très facile en fait pour des opérations de CI/CD. On verra ça après, peut-être dans d'autres vidéos prochainement. Très bien. Donc là, en fait, pour l'instant, nous avons Django. En fait, on n'a pas encore installé Django REST Framework. Donc, laissez-moi maintenant installer Django REST Framework. Donc, pip install Django REST Framework. C'est un framework de développement backend qui permet, bon, je vais répéter cette opération pour voir les modules. Tiens, donc il y a Django REST Framework. Il ne vient pas tout seul, il vient avec PYTZ et SQL Parse. Voilà. Donc, je vois tout ça dans Requirement. Et à partir de ce moment, donc je viens de dire Django reste. Bon, pourquoi le choix de Django? C'est-à-dire, si vous allez regarder mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver. Enfin, dernièrement, j'ai uploadé 2 vidéos sur comment déployer une API avec Flask. Bon, vous allez me dire peut-être pourquoi utiliser Django alors que Flask permet aussi de déployer des API et de déployer même enfin, d'implémenter des API et de déployer des modèles de machine learning, deep learning. Personnellement, voilà, suite à plusieurs projets, quand même, moi, je commence à accumuler quelques années d'expérience. euh, je pense que Flask, en fait, il est très facile au début, mais à un moment donné, en fait, il nous laisse avec beaucoup, beaucoup de dettes techniques.
À un moment donné, le code devient très compliqué. Les fichiers, c'est-à-dire on ne peut pas, bien évidemment, dans un projet professionnel, dans un projet en prod, dans une entreprise, on ne peut pas se permettre d'implémenter tout le code dans un seul fichier. Donc à un moment donné, il faut commencer à splitter, à diviser. Donc Flask ne vient pas avec une architecture préétablie. C'est pas comme Django. Django utilise le design pattern MVT, Model View Template. Bon, c'est pas vraiment comme Spring Boot qui utilise MVC, Model View Controller. Donc, le fait que Flask ne contient pas une architecture préétablie lui rend en fait tout d'abord flexible, donc c'est bien au début, mais à un moment donné, si on veut par exemple connecter le code Python via Flask sur une base de données, donc là il faut utiliser un module tiers, Flask SQL Alchemy. Si on veut par exemple implémenter des DTO ou bien des serializers, dans ce cas-là, c'est-à-dire pour faire la transformation entre les objets complexes dans la base de données et les dictionnaires, après les fichiers JSON, eh ben, il faut en fait utiliser un module Marshmallow, après il faut des blueprints, après pour l'authentification, il faut appeler un autre module tiers. Et à un moment donné, avec Flask, en fait, on commence à ajouter à chaque fois un module tiers, un module tiers, un module tiers, et les choses deviennent très compliquées. Je pense avec Django REST Framework, c'est-à-dire il y a un pack starter qui permet en fait qui donne déjà plusieurs fonctionnalités. Je vais vous montrer ça. Là, je suis en train de parler, mais en codant en 1 heure, vous allez voir les fonctionnalités avancées dans Django et dans DRF qui sont disponibles déjà dès l'installation et dès l'exécution d'un projet. Par exemple, pour l'authentification, pour l'autorisation, pour le panel administrateur, pour la gestion des utilisateurs, pour les habilitations, pour la partie, par exemple, seuil d'utilisation, throttling, pour le serializer, pour la connexion via une base de données ORM, une base de données structurée, ça c'est déjà acquis. Après, si on veut se connecter sur une base de données Redis ou bien MongoDB, c'est aussi possible. Tout ça est possible dans Django et Django REST Framework. Et en plus de ça, c'est un framework scalable. Donc, après, on peut travailler sa dockerisation et passer même à des projets en prod utilisés par voilà, des milliers, voire des centaines de milliers de clients, en fait, comme Spring Boot. Voilà pourquoi je suis en train, en fait, aujourd'hui de vous enseigner Django. Donc maintenant, c'est bon, Django REST Framework, en fait, est installé. Donc, je vais exécuter cette commande Django admin qui va me montrer ou bien me réciter les différentes commandes qui se trouvent dans le système DRF. Donc, qu'est-ce qu'on trouve déjà? On trouve par exemple la commande migrate, on va utiliser migrate aujourd'hui, run server, on va utiliser start app, on va utiliser start project, il y a, et, bien, et shell, la commande shell. Voilà. Ok. Donc, on va commencer donc tout d'abord par ouvrir ou bien par créer un projet. Donc, je vais fermer ça ici. Donc, pour créer un projet dans Django, il suffit en fait d'écrire Django admin start project. Je vais appeler ce projet, par exemple, on va l'appeler New Project. Voilà, New Project. Bon, laissez-moi écrire ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Django va créer automatiquement ici un répertoire New Project qui contient en fait le wrapper le fichier manage.py qui va fonctionner comme le main, la fonction main du projet, et un répertoire new project qui contient en fait plusieurs fichiers. Donc nous, aujourd'hui, en fait, on va travailler avec, on va manipuler le fichier settings.py. Et
url.py dans quelques instants. Settings.py, url.py. Donc je ne veux pas en fait perdre du temps. Je vais, puisque je viens voilà, de créer un projet sur Django, je vais exécuter ce projet. Donc là, il faut euh, naviguer dans New Project pour exécuter, c'est-à-dire pour trouver ce fichier manage.py, puis je tape python manage.py run server. Et là, en fait, il me donne c'est-à-dire il y a un serveur qui, qui s'ouvre via ce lien 127.0.0.1 8000, donc c'est le port 8000. Django fonctionne avec le port 8000. Après, il y a un message d'erreur. Bon, j'ai fait ça exprès pour vous montrer que quand on crée un projet et on lance un serveur, après Django va nous demander de faire la migration pour créer une base de données, pour des raisons en fait, de base de données. Donc là, il y a DB SQLite Série. Et voilà, on voit que elle est vide pour l'instant, cette base de données, elle est vide. Ok, je vais revenir après sur la base de données, mais pour l'instant, allez, on va exécuter ensemble ce lien ici et voilà. Donc, en fait, si quand on exécute, c'est-à-dire quand on run ce lien-là et le browser sur un browser et ça nous affiche en fait cet écran, ça veut dire que tout est bon, c'est-à-dire Django, le kit de développement web fonctionne très très bien. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais vous montrer comment on va, comment on va contourner ce problème. Donc là, c'est simple, hein, il me demande, enfin, on vient de remarquer que la base de données, elle est vide, c'est du SQLite 3, c'est la base de données, disons, la plus simple, qui ne demande pas, en fait, des configurations. Voilà pourquoi Django est intéressant. C'est-à-dire, dès le début, il nous offre une base de données structurée sans configuration préalable. Bien évidemment, après, je vais vous montrer comment en fait travailler, comment connecter Django sur MySQL, sur Workbench. Cette base de données, elle est vide. Donc, je fais CTRL-C là, je viens ici, je fais Python, manage et migrate. Et là, en fait, et là maintenant, la base de données est remplie avec plusieurs tables. Je vais l'ouvrir. Moi, j'utilise en fait SQLite Lite Viewer sur VS Code. Tiens, voilà. Donc avec Django, c'est-à-dire en tapant quelques commandes, juste euh, en commençant un projet et en effectuant une migration, et ben, en fait, nous avons toutes ces tables. User group, table authentification user group, authentification user permission, admin log, une table pour le log, Django content type, permission, groupe, user, session, donc plein de tables. Donc cette base de données en fait, elle est déjà créée automatiquement. Chose que, par exemple, on la trouve pas dans Flask. Dans Flask, il faut aller utiliser c'est-à-dire un module tiers, Flask SQL Alchemy, faire plein de choses. Oh, bien évidemment, ces fonctionnalités et ces packs starter, on le trouve par exemple, dans le framework utilisé pour Java, dans Spring Boot ou bien dans .NET avec C Sharp, on trouve ça. Là, on est sur une technologie Python. On est bien d'accord. Voilà. Donc maintenant, je vais tourner le serveur, donc voilà, il y a plus en fait
de warning rouge par rapport à la migration de la base des données. Il me donne juste le port d'accès. Bon, je fais un CTRL-C. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va directement parler un peu c'est-à-dire du panel admin qui est déjà prêt. Donc, je vais tourner le serveur une deuxième fois. Je viens ici, voilà, je viens ici, je tape admin, slash admin. Et là, en fait, j'obtiens un écran. Donc, dans cet écran, il me demande bien sûr l'username et le password. Alors, il est essentiel de créer un super user. Donc, déjà, comment on fait pour créer un super user? Donc, pour créer un super user, on va taper Python manage create super user. Voilà, donc là, il me demande l'username. On va appeler ça name of admin, par exemple. Email adresse, c'est name of admin at, par exemple, gmail.com. Password, bon, je vais choisir en fait un password numérique, hein, un mot de passe numérique. Bon, il me dit attention, c'est un mot de passe qui contient uniquement des chiffres. Bon, je lui dis ok, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je viens de créer un super user. Je vais allumer le serveur. Voilà, je viens ici. Name of admin, mot de passe. Et qu'est-ce qu'on remarque? Django, pour l'instant, pas de DRF, hein. Je parle Django. Django me donne, ou bien nous crée un écran, ou bien nous présente un panel admin où un administrateur, il peut par exemple gérer les utilisateurs. Voilà, il peut par exemple ajouter des utilisateurs, j'en sais rien. Bon, je vais appeler là, je vais mettre mon nom, mon prénom, un mot de passe, voilà, ok. Et je crée cet utilisateur, voilà. Bon, là, il y a quelques erreurs par rapport au password des touchers. Ça veut dire que il y a quand même des fonctionnalités assez avancées et ces fonctionnalités en fait sont obtenues dans un temps assez rapide. Bien évidemment, pour moi, peut-être, moi je viens en fait du domaine de l'IA, de la data science. Les développeurs en data science, en intelligence artificielle, les data engineers, ils sont en train de faire autre chose. Ils utilisent Python pour faire autre chose. Ils utilisent ces technologies pour faire autre chose. Après, ils n'ont pas vraiment le temps d'apprendre, par exemple, une autre technologie pour développer des API très très solides. Eh ben, je pense, personnellement, franchement, je pense qu'avec Django REST Framework, on peut effectuer ces développements assez rapidement et de manière assez professionnelle. Voilà. Voilà, pour des gens dont le travail n'est pas spécialisé 100% dans le développement web ou bien dans le développement back-end. Là, on ne parle pas en fait des développeurs back-end Java, C Sharp, .NET, Java Spring Boot. Non, on parle des data scientists qui font du Python. Ne me parlez pas ni de Fast API ni de Flask, hein. Voilà. Voilà, donc voilà, avec quelques clics, on peut avoir ces écrans, ça nous épargne le développement de ces écrans et on peut gérer, c'est-à-dire on peut gérer la partie authentification, autorisation et des habilitations, tout ça. Allez, très bien. Ok, maintenant, je vais revenir maintenant en fait à mon VS Code. Je veux partir vers le fichier settings. Donc, dans quelques instants, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va manipuler ce fichier. Donc tout d'abord, je viens de créer un projet, New Project. Maintenant, je vais créer une application dans le projet. Une application. Donc Python manage, start app. Je vais appeler cette application Base. Bon, c'est une application basique. Tiens, donc là,
bon. Donc ça, c'est le répertoire Project 3. Ça, c'est le répertoire ma virtuelle 1, New Project. Dans le New Project, qu'est-ce qu'il y a? Il y a New Project, le projet, et il y a Base. Tiens, qu'est-ce qu'on trouve? On voit que dès l'exécution de cette commande, Django va nous créer cette application. C'est un répertoire qui contient un views, un models et un fichier pour faire des tests, des tests unitaires. Voilà. Donc, c'est le design pattern invité. Nous avons en fait modèle pour la base de données. Donc là, on va implémenter, donc dans ce fichier-là, on va implémenter nos modèles. Quand je parle d'un modèle, un modèle, c'est une classe, c'est une table avec des champs. On verra ça dans quelques instants. Views, là en fait on va coder. On va coder l'API. Et à partir de views, on va ajouter un fichier serializers.py et un fichier URL. Car je voudrais bien, dès le début, vous montrer comment en fait on va développer des choses de manière solide. Donc je ne veux pas uniquement me baser sur le fichier URL qui se trouve dans New Project, mais je veux plutôt créer un fichier URL dans Base. D'accord? Donc tout d'abord, avant en fait de commencer à coder, on doit aller enregistrer Base. Donc quand on crée une application dans un projet, il faut aller systématiquement au fichier settings et il faut ajouter là dans installed app, il faut ajouter le nom de cette application. Voilà. Puis je veux profiter pour connecter maintenant le framework Django REST Framework. Pour le nom de DRF REST Framework, en fait, c'est un nom réservé, c'est-à-dire il faut mettre REST Framework pour connecter Django REST Framework. Par contre, après, pour Base c'est le nom de l'application. Voilà. Voilà, bon, je vais garder quand même une ligne. Bon, je profite puisque je suis dans Settings. Dans quelques instants, en fait, là je vous montre comment Django il connecte, et voilà, comment Django il se connecte sur la base de données. Il suffit d'aller en fait ici dans ce dictionnaire database. Après, je veux manipuler ça. Et je vais effectuer des changements ici pour que Django puisse se connecter directement sur MySQL au lieu de SQLite3. Voilà. Allez, je parle là d'une base de données. Donc, je vais vous montrer comment créer votre premier modèle. Donc, je répète, là, je suis dans une application qui se trouve dans un projet. Dans cette application, il y a modèle, donc c'est le M de MVT. Je viens ici et je crée en fait mon premier modèle. Donc c'est une classe item avec un I majuscule. Bon, c'est une convention. On n'est pas dans Spring Boot. Si tu mets pas le I majuscule, ça va te donner en fait, ça va te renvoyer un message d'erreur. Et cette classe item hérite en fait de la classe modèle. D'accord? Et il y a deux, on peut mettre 3 champs, 4 champs, donc 2 champs, models name, donc un champ name, c'est un char field avec un max length de 200 caractères. Voilà. Puis un champ pour mémoriser l'instant de création c'est-à-dire de l'entité, enfin de l'item. Donc datetime field, voilà. On va lui dire auto now add égale à true. Voilà, donc là, on va travailler tout simplement avec ces deux champs. Là, vous allez peut-être me demander pourquoi je n'ai pas implémenté ou bien je n'ai pas spécifié une clé primaire. En fait, Django fait ça automatiquement. C'est-à-dire, donc là, dans la table item,
Je vais vous montrer ça juste dans quelques instants. Django, il comprend et lui, il va créer la clé primaire automatiquement. Donc, maintenant, on va, en fait, il y a un changement dans la base de données. Donc, je reviens ici. Figurez-vous, il n'y a pas de table, il n'y a pas de table qui s'appelle item. Voilà. Donc, il faut faire comprendre à Django qu'il existe en fait une table. Pour cela, on va taper Python manage make migration. Voilà. Avec cette commande, Python manage, en fait, c'est notre wrapper manage le fichier manage py, make migrations. On va créer le modèle. Donc, create modèle. Donc, je viens ici. Je vais ouvrir une deuxième fois SQLite3. Ah oui, il faut maintenant, il faut migrer. Donc, Python manage migrate. Ah voilà, voilà donc il faut écrire ces deux commandes. Donc Python manage make migrations et Python manage migrate pour pouvoir connecter la table qui est vide pour l'instant. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Django a ajouté une clé primaire, ID. Donc moi, j'ai implémenté tout simplement deux champs, une champ date et une champ field, c'est-à-dire string, enfin 200 caractères, et Django il m'ajoute une colonne ID automatiquement. Bon, voilà, donc tout ça est pris en charge par Django. Et cette table, elle est vide. Pour l'instant, elle est vide. Cette table, elle est vide. Donc voilà, je vous propose en fait de la remplir. Donc pour remplir cette table automatiquement, figurez-vous, hein, pour l'instant, pas d'API. Hein. C'est-à-dire, je suis en train de travailler vraiment dans un niveau très très bas, au niveau des tables, de la base de données. Et puis à un moment donné, je vais implémenter un fichier serializers, c'est-à-dire pour connecter cette base au code. Puis je passe à views. Et puis en fait, je vais implémenter URLs PY dans base. Et puis je vais faire quelques modifications dans URL dans le projet. Voilà, ici. Et là, on va finir avec cette API. Mais pour l'instant, allez, on va remplir notre base de données. Donc pour remplir notre base de données, il faut c'est une première méthode, hein. Il n'y a pas que cette méthode-là, mais c'est la méthode la plus simple. Donc Python manage shell. Donc là, je suis en fait dans shell et je vais lui dire from base.models import item. C'est-à-dire, donc autrement dit, from base. Base, c'est un répertoire. Point. Ce répertoire contient le fichier models, py, donc point models, import, donc dans le fichier models, il y a une classe, voilà. Je pense que les gens qui travaillent avec Python, ils ont l'habitude de faire ça. Voilà, donc là, je viens de charger le modèle item, donc je lui dis object.create, je spécifie le champ, et on va appeler ça, par exemple, item number one, hein, par exemple, item number one. J'exécute. Ok, je répète ça deux fois. Je répète ça trois fois. Donc là, je viens de créer trois items. Et pour être sûr,
en fait, on peut utiliser item pour la classe, pardon, pour le modèle object.all. Donc là, on va fetcher, on va aller chercher ces items à partir en fait de la base de données. Donc on va envoyer ces items dans item à la fin s, puis je vais printer, je vais afficher. Là, elle me dit qu'il existe en fait trois. Elle me dit qu'il existe trois items. Voilà. Donc la base de données maintenant est remplie. Donc ID, ID1, ID2, ID3, enfin identifiant 1, 2, 3, item number 1, number 2, number 3. Voilà, et la date. Ok. Donc là, nous sommes très contents. En fait, je viens de vous montrer comment remplir une base de données en utilisant le shell, donc Python manage shell. Et donc, on appelle le modèle, puis on commence à écrire quelques lignes enfin, en ligne de commande. C'est en ligne de commande. Maintenant, je pense que c'est l'instant, c'est très important de travailler avec une base de données, disons, professionnelle. Donc, je vais continuer à travailler sur une base de données, bon, pas d'API pour l'instant, et je vais vous montrer comment implémenter ou bien comment connecter Django sur une base de données MySQL. Voilà. Alors, je viens ici dans Settings, ok, et je vais prendre toute cette structure là, ce dictionnaire. Voilà, je vais commenter tout ça. Et au lieu de... Bon, là je vais sortir du shell. Hein. Je vais sortir du shell. Ok, donc je viens ici. Voilà, au lieu de SQLite, je vais mettre MySQL. Maintenant, pour le nom, on peut appeler ça New Project Database. New Project Database, bon, c'est un nom un peu long. Hein. Pour le user, bon, je travaille sur mon PC, donc c'est root. Pour le password, bon, c'est une base de données qui contient 3 thèmes, donc c'est pas aussi grave que ça, quoi. Je veux dire, si je partagerai avec vous ce mot de passe, que de toute manière, je l'utilise pas. Hein. Bon, je l'utilise pas. Et maintenant pour le host. C'est localhost. Et pour le port, bon, tous ces paramètres, c'est-à-dire en créant, c'est-à-dire en installant MySQL sur vos PC et Workbench, vous allez avoir apparemment, est-ce que... Ah, voilà. J'ai oublié en fait une virgule ici. Ok. Donc voilà, donc là, Django est connecté en fait bon, on va essayer de connecter Django sur la base de données MySQL. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, attention, tu n'as pas installé MySQL client. Ok, donc on va CTRL-C, en fait, pip installe MySQL client. C'est bon.
Il ne faut pas oublier la commande requirements, pip freeze requirements, stack, ok. Maintenant, en fait, on va tourner le serveur. Et voilà, il me dit qu'il n'y a pas de base de données. Donc, new project database, unknown database. Voilà pourquoi je viens ici dans Workbench. Et qu'est-ce que je veux faire? En fait, je vais create database. Déjà, ça s'appelle comment? C'est new project database. Voilà. New project database. J'exécute. Voilà, créer database, new project database. Donc, je viens ici, use new project. Voilà. Et show tables. Bon, allez, en majuscule. Là, là c'est du SQL. Hein. Voilà, show tables, en fait, c'est vide. Très bien. Donc, je viens ici. Donc, il me répète que maintenant, il n'y a plus 18 migrations, mais plutôt 19, puisqu'il y a la table des items. Donc, il faut que je migre. Allez, on va migrer. Putain, manage migrate. Et là, tiens, très bien, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? En fait, bon, là, je viens de connecter Django sur MySQL. Donc ça, c'est vraiment formidable. C'est-à-dire, c'est-à-dire en commentant quelques lignes de code, puis en installant, bien évidemment, il faut installer MySQL, ou bien SQL Server, ou bien Oracle sur son PC, ou bien sur un serveur. Donc avec quelques configurations, eh ben, on arrive quand même à connecter cette base de données à Django. Et maintenant, en fait, on est prêt à travailler. Bon, juste là, je vais voilà, select étoile from cette table, base item. Base item, ok. Et voilà. Bon, la table, en fait, elle est vide. Alors, tout simplement, nous avons répliqué la structure de la base de données, mais pas le contenu. C'est-à-dire, si on veut en fait le contenu, il faut migrer de SQLite 3, SQLite 3 vers, c'est-à-dire créer un fichier .sql, puis qui contient tout simplement qui contient en fait tout simplement les différents les différentes données, les différents champs, les différentes tables remplies, puis en fait faire du dumping de ce fichier dans MySQL. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la table base item est vide en fait pour l'instant. Voilà, bon, c'est tout à fait normal. Ok. Maintenant, en fait, laissez-moi quand même vous montrer, puisque je veux finir juste un seul truc avec cette base, avec l'histoire des bases de données. Donc, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle DB Visualizer. Bon, c'est un logiciel aussi open source, vous pouvez aussi l'installer sur vos PC. Voilà. Donc, je viens ici, Database et New Project. Je viens ici, je fais Tables, je clique sur Référence. Et là, tiens, c'est génial, là. C'est-à-dire, on voit vraiment la force de Django. Donc, le rêve de Django, dès la création, c'est-à-dire dès la création d'un projet, de 1, et d'effectuer la migration, eh ben, il nous crée cette base qui est connectée
table Django admin log, table autorisation user group, autorisation user. Là, c'est permission groupe, permission user. Enfin, et on voit en fait notre fameuse table base item avec ces trois champs. Bon, pour l'instant, elle n'est pas connectée. Il y a en fait Django migration et Django session. Après, on peut en fait, par exemple, là, juste garder les primary keys. Donc je pense que c'est bien. DB Visualizer, il permet en fait d'afficher à la base de données de manière très interactive. Voilà. Oui, après on peut changer le layout, par exemple organique, comme ça, orthogonal, circulaire. Ah, très bien. Bah, ok, bon, allez, bon, je vais fermer maintenant en fait cette parenthèse par rapport à la base, enfin par rapport à Django et les bases de données, hein, c'est très important. Voilà, je vais commenter ça, je vais décommenter ça. C'est-à-dire, on va revenir sur SQLite3 et puisque c'est rempli, hein, c'est-à-dire sinon j'aurais dû faire des inserts là, c'est-à-dire dans MySQL, des inserts pour insérer trois lignes. Mais bon, c'est pas ça l'objectif. Allez, c'est bien, c'est bien. Là, c'est bon. Là, en fait, nous avons développé notre modèle, nous avons tout ce qu'il faut. Notre modèle est rempli, avec trois items. Juste pour que j'oublie pas, en fait, si vous voulez, voilà, ajouter, euh, c'est-à-dire une ligne dans la table base item, il suffit en fait d'écrire insert into. Bon, là, on va mettre base item et on va exécuter ça. Attendez. Voilà. J'avais un souci en fait de. Attendez, on va mettre ça 1. Voilà. Bon, je vais revenir sur ça en fait dans une autre vidéo. De toute manière, là, je vais me contenter du SQLite3. Voilà. Et on continue, on continue. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va implémenter notre API. Donc, pour faire ça, le fichier modèle est rempli, hein, nous avons un modèle simple, une table. Maintenant, je viens dans Base, je vais créer Serializer. Maintenant, c'est quoi un serializer en réalité? Bon, laissez-moi en fait vous montrer ça. Un serializer en réalité, en fait, c'est un bout de code. On appelle ça un DTO en fait. Les gens qui font du Java, on appelle ça un DTO. Donc, en fait, d'une part, nous avons l'API qu'on va développer, hein, qui va retourner un fichier JSON, par exemple une API GET. Une API GET va aller chercher des informations à partir de la base de données et cette API GET, elle va afficher ces données dans un fichier, enfin sous format JSON ou XML, bon, sous format JSON. Sauf que la base de données, les données en fait ce sont des query sets.
Quand on travaille avec l'ORM de Django, ce sont des query sets, ce sont des complexes data types. Je viens de vous montrer là quelques exemples en fait de ces données. Attendez, je vous montre. Ah, voilà les query sets. Voilà, query set, d'accord? Ce sont c'est un type complexe. C'est pas facile de transformer ce type en un dictionnaire Python. En fait, un dictionnaire Python est facile à transformer en JSON. Par contre, un query set, c'est un data type complexe. Il est plus compliqué de le transformer en un type dictionnaire. Voilà pourquoi on a besoin en fait d'un serializer. Serializer, on peut le programmer pour qu'il pour qu'il serialise, c'est-à-dire transforme tous les champs, all, ou bien quelques champs. Donc c'est très important. Il permet aussi en fait de contrôler. C'est-à-dire ça c'est pour une API GET. Maintenant pour une API POST, quand on va saisir des valeurs à partir par exemple d'un formulaire trouvé dans un écran, l'API POST, il faut contrôler ces valeurs saisies. On fait ça avec un deserializer, d'accord? Donc cette couche est très importante. Avec Flask, on ne trouve pas cette couche. Alors il faut faire appel à un module tiers. C'est Marshmallow, je pense. Je me rappelle, oui. On a Marshmallow, oui. Et ben voilà, donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a développé le modèle, enfin, on a connecté Django sur une base de données SQLite 3, c'était automatique, MySQL. Bon, j'ai pas réussi à insérer, hein, on verra ça juste après. Puis, j'ai développé le modèle là. Hum, Je vais développer le serializer, puis je vais implémenter l'API. Et puis en fait, je vais définir l'URL, puis bon, je vais finir l'API. Donc là, je suis au niveau de Serializer. Allez, je vais développer ça pour vous. Donc, dans Serializer, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, from REST Framework. Donc là, c'est la première fois où on va utiliser Django, Serializers. On porte Serializers. From Base. Bon, ça c'est simple maintenant pour vous. On va charger item. Donc, classe item serializer serializers.model serializer. Donc, cette classe item serializer va fonctionner comme un transformateur qui va transformer les query sets qui sont des complexes data, des data de type complexe ou bien compliqué quoi, vers des dictionnaires. Okay? Facile à transformer en JSON. Et cette classe hérite de la classe modèle majuscule serializer qui se trouve dans serializers. D'accord? Bon, tout ça on peut le trouver dans la documentation de Django REST Framework. Donc, on définit une classe meta. Le modèle, c'est item. Et on va lui demander d'appliquer cette transformation sur tous les champs. Fields. Sinon, on peut spécifier les fields. Voilà, donc ça, c'est pour cette partie-là. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, base de données, modèle, serializer. Maintenant, en fait, on va toucher aux views. On va écrire, donc dans views, bon, j'ai pas besoin de ça, c'est des c'est une ligne de code liée à Django. Nous, on va utiliser Django REST Framework. Donc, from REST Framework.response, on va charger response. From REST Framework
.decorators. On a besoin en fait des décorateurs car ce sont des function-based views. C'est-à-dire, ce décorateur, il va commander la méthode ou la fonction. Enfin, la fonction là, puisqu'il n'y aura plus de classe. Hein. Donc, from base.model, on va charger item. Et bien évidemment, from serializer, on va charger cette classe. Donc, je répète, à partir de modèle, on va charger cette classe, donc le modèle item, c'est ici. Et à partir de ce fichier serializers, on va charger cette classe item serializer. C'est là. D'accord? Ok, allez, on va créer en fait notre view. Donc, c'est une API GET. C'est une API GET. Voilà. Voilà, let's implement a GET API. Donc, j'écris une fonction, c'est function-based view, getData, request. Là, on est exactement comme Flask return response. Donc, nous, on va commander cette API à partir en fait du browser. Donc, on va mettre d'où la nécessité du décorateur ici. Donc, c'est une API GET, d'accord? Puis, on vient ici, items, c'est item.objects.all. Je pense que vous avez vu, vous êtes familier maintenant avec cette commande. Eh ben, je viens de l'écrire ici. À l'instant où j'ai créé, ou bien j'ai ajouté les 3 lignes à la table, voilà. Donc, item objects.all. Item objects.all. Donc là, en fait, on va fetcher, on va récupérer toutes les lignes, tous les rows qui se trouvent dans la table. Bien évidemment, en récupérant en fait toutes les lignes qui se trouvent dans la base des données, on va récupérer des query sets, Alors nous avons besoin d'un serializer, de ce fameux serializer, de ce fameux DTO. Voilà, pour effectuer cette opération. On va lui dire many égale à true. Bon, là pour l'instant, je suis en train en fait de vous montrer comment implémenter une API. Après, pour des explications très très profondes, je reviendrai sur ça dans d'autres vidéos. Voilà. Donc là, en fait, c'est bon, on a fini. Ça, c'est notre bon, laissez-moi plutôt faire ça. C'est notre function-based view. Donc, c'est un get qui va récupérer des données à partir de la base de données, aller afficher ces données à la demande, quoi. À la demande, response.data. Maintenant, il faut définir l'adresse de endpoint, l'adresse. Il faut définir l'adresse. Donc, c'est-à-dire c'est quelque chose comme ça. Est-ce que c'est admin ou bien... Moi, en fait, plutôt pour le get, je veux plutôt... voilà, que si j'exécute, ça va me donner, en fait, ça aussi c'est inaccessible, c'est tout à fait normal, le serveur est à l'arrêt. Donc, on va utiliser ce URL pour le get, ce URL, d'accord? Donc, base de données, modèle, serializer, views, allez, URL. Pour cela, vous allez remarquer sur Internet qu'il y a des gens qui travaillent directement ici. Je pense que c'est une mauvaise habitude, car une manière plus clean en fait de coder, vraiment de projets industriels, c'est de définir en fait les URL par application. Donc là, j'ai URL. Donc, c'est URL qui se trouve dans Base. D'accord? Donc, dans ce fichier, je vais appeler Django URLs import path. Pardon. Puis, from.import views. On va charger views. Car à un moment donné, imagine, voilà, on travaille sur un projet compliqué.
Nous avons par exemple 5 ou 7 applications. Dans chaque application, par exemple, il y a 5 ou 6 API. Donc, on va finir, si on ne définit pas l'URL à l'intérieur c'est-à-dire un fichier URL dans chaque application, on va finir par avoir, c'est-à-dire un fichier URL du projet très très lourd à gérer. Voilà pourquoi, pour simplifier. Après, je vais vous montrer dans la prochaine fois avec les view sets. En fait, c'est Django qui va gérer cette histoire de URL. D'accord? Voilà. Patterns égale donc path views.getData. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai cherché path de Django.urls. Voilà le path. Il ne contient rien, hein. Je vais utiliser le path par défaut, le 8000, localhost 8000. Et puis views.getData, vous allez me dire comment il a fait. En fait, j'ai chargé views avec cette commande. From point, c'est-à-dire à partir d'ici du module base, charge-moi views, et dans views, on va charger getData. Imaginons maintenant si on finit avec 5 applications, donc 5 views, et on ne fait pas ça, donc il faut charger les views ici. Donc c'est un peu compliqué en fait à gérer. Voilà. En tout cas, j'ai eu ce problème-là et je l'ai réglé comme ça. Voilà, donc maintenant URL New Project. Donc ici, en fait, on va ajouter, on va charger, on va appeler ou bien importer include, et j'ajoute include base.url. Voilà. Donc là, nous avons connecté les adresses des endpoints dans l'application base, ok, base.url, à URL. Bon, là, figurez-vous, en fait, il n'y a rien, hein, c'est-à-dire même pas un espace. Là aussi, donc ça veut dire que l'adresse de cet endpoint, ça sera l'adresse standard, hein, localhost 8000. Donc maintenant, je vais exécuter Python manage run server. Attendez. Ah oui, en fait, apparemment, j'ai oublié de faire un CTRL S au niveau de views. Bon, là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit module base.views has no attribute getData. Bon, c'était où? Dans URL. Là, voilà. Et a priori, en fait, j'ai pas fait un CTRL S dans URL, dans views. Bon, pour lui, c'était vide, quoi. Bon, là, ça a fonctionné, hein. C'est-à-dire, bon, je répète. Allez. Je vais exécuter cette commande. Voilà, donc là, j'ai... voilà notre endpoint maintenant, notre API GET. Nous avons récupéré les données à partir de la base. Bon, c'est SQLite 3. Puis, nous avons appliqué un serializer sur ces données. Puis, nous avons affiché, en fait, on va afficher ces données. C'est bon, c'est bon. Bon, ça c'est bienvenue à Django REST Framework. Django REST Framework, voilà. Donc ça c'est name of admin, hein. Ça c'est name of admin. Ah oui, c'est avec un compte admin là. Je suis en train de. Oui, 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 oui. Du coup, attendez, en fait, je vais en fait faire un logout là. Ok, logout. Alors ça c'est bien. Voilà, 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 voilà. Voilà, en fait, tout à l'heure, j'étais en train de me connecter via mon compte admin, hein. Non, pour ce tutoriel, non, je veux pas de ça. Bon, donc je me suis
Voilà, je fais un logout. Donc voilà, donc la base de données contient la table, euh, la table item contient trois lignes, donc trois champs, et bienvenue, voilà les trois champs qui sont affichés. Donc aujourd'hui, en fait, là, je suis en train d'afficher un. Voilà, ça c'est le format JSON, hein. Donc, les gens qui font du web scraping, ils ont l'habitude de voir des choses comme ça, voilà. Euh, donc, ça c'est l'API, donc c'est HTTP 200, donc tout est bon. Pour l'instant, là, on est en train de retourner des valeurs à partir d'une base. Après, on va retourner par exemple des résultats d'un modèle, un modèle machine learning, deep learning, ainsi de suite. Donc ça, c'est par rapport à une API GET, donc qui récupère les données à partir d'une base de données. Maintenant, on va faire l'inverse. En fait, on va implémenter une API POST. Donc, on va insérer des données à partir du front, donc sous format JSON. Puis l'API va transformer ce JSON en dictionnaire. Ce dictionnaire, en fait, on va le faire passer via un deserializer. Ce deserializer, il va transformer ce dictionnaire en complex data types de query set. Puis il va dumper ça via l'ORM sur une base de données. Allez, développons une API POST. Donc, nous avons la base, nous avons le modèle, nous avons le serializer. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut juste l'API. Allez, on va développer l'API. Donc, def add item request puis return response. Voilà. Donc, c'est une function-based view. Donc, il faut contrôler cette méthode ou bien cette fonction via un décorateur. Donc, c'est post, exactement comme dans Flask. Donc là, on va commencer par appliquer le serializer. D'accord? Item serializer qui va désérialiser. Donc, il faut lui donner les données. Les données vont venir en fait de request. Attention, dans get, là, les données viennent directement de la base de données. Donc, itemObject.all. Puis, on fait passer le serializer. Là, c'est à l'envers. Là, en fait, les données vont venir du front, donc request.data. Et puis, on applique le deserializer. Voilà. Donc, ici, puis on va bien évidemment tester si tout est bon. Serializer is valid. Donc, serializer.safe. On va sauvegarder. Puis, on va afficher ces données. Voilà, ça c'est en fait ça c'est une API POST. Bon, pour l'instant c'est facile. Vous allez me dire que c'est facile. Bon, il y a un put, il y a un delete. On peut faire du get, du post, du put, du delete. Moi, de toute manière, je travaille avec ces quatre là. Bon, je suis pas spécialiste développement back-end. Je suis data scientist. Je fais du data engineering. Bon, je fais ça en finance, quoi. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer juste le get et le post. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Base de données, c'est bon. Modèle, c'est bon. Serializer, c'est bon. L'API est déjà développée. Il reste en fait l'URL. Donc l'URL, on va travailler au niveau de l'URL du projet ou bien l'URL de l'application. Ben, on va travailler avec l'URL de l'application. Donc là, je vais ajouter quelque chose. Donc, dans l'adresse, je vais ajouter add slash. Donc, l'adresse de ce endpoint va devenir item, views items, virgule. Donc, c'est localhost 8000 add, localhost 8000 add, voilà. Et donc, add item. Et puis, est-ce qu'on va toucher à URL new project? Non. On fait tout simplement, c'est une seule ligne de code. Hein. Path,
include base URL. Donc, il suffit d'ajouter un URL ici, il va tenir compte de ça, d'accord? Bon, je suis en train de faire des contrôles S, donc il exécute. Là, je viens ici. Bon, ça c'était quoi? Ça c'était en fait notre fameux get. Maintenant le post. Add. Bon, voilà. Voilà la magie de Django. Donc en fait, l'écran est déjà prêt. Bon, moi j'ai fait exprès c'est uniquement deux champs. On va remplir ces deux champs-là. Enfin, un champ, name, l'autre champ est automatique. On va appeler ça, par exemple, succès. Allez, on va appeler ça succès. On va appeler cette ligne-là succès. Je fais un post. Figurez-vous, hein, c'est un objet JSON. C'est comme un dictionnaire, hein. Voilà, donc deux accolades et tout machin. Post. Voilà. Je viens en fait d'envoyer avec succès cette ligne. Je vais checker au niveau de la base. Je vais checker au niveau de la base, est-ce que tout est bon? Eh bien, tout est bon. Success. Très bien. Ah, je suis content. Maintenant, je reviens vers Get. Vers Get. Boum. Voilà. Bien évidemment, en fait, là, c'est quatre lignes. Imaginons que vous allez bosser avec 4 millions de lignes. Donc là, on va utiliser du Spark, du PySpark à l'intérieur de Django, du Dask. Puis, afin d'afficher, il faut un système de pagination. Puis, en fait, il faut filtrer. Et bien, tout ça, imaginez, tout ça, figurez-vous, est implémenté dans Django REST Framework. Voilà, donc là, j'ai fini. Ah, tiens, j'ai oublié quelque chose. Question, euh, comment on peut enregistrer une base de données dans le panel admin? Car je vais montrer là, regardez, admin. Name of admin, ok, name of admin. Donc, figurez-vous, il n'y a pas de base là. Donc, comment on va faire l'enregistrement? Alors, il suffit d'aller ici dans admin. Donc, nous avons from Django contrib import admin. Je veux appeler le modèle from base.models import item. Et là, je lui dis admin.site.register item. On va enregistrer. Tiens, voilà. Voilà, donc j'ai rien fait, hein. J'ai fait un CTRL S, et lui il a réexécuté. Je fais ici un CTRL R, et voilà en fait notre table avec les quatre objets. Je clique ici, Success. Ah, pas mal là. Après, on peut bien sûr l'admin, le super user, il peut par exemple ajouter, je sais pas moi, on va appeler ça Success from admin par exemple. Save, voilà. Success from admin. C'est bon. On va vérifier là. Donc plusieurs méthodes on fait de vérification. Plein de vérifications. Tac, success from admin. Bon là je me suis trompé, hein, j'ai mis. Bon, je vais faire un logout. Je viens ici. Get success from admin. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu de travailler avec moi. Peut-être, bon, je prends du temps. Je fais une petite erreur en fait par rapport à l'insertion au niveau de MySQL. Je vais rectifier ça la prochaine fois. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter en fait dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Allez, je vous souhaite un bon week-end.